Moi, je suis un ancien dev. Putain, on se connaît bien. Pourquoi tu m'as tu m'as pas fait venir à ton capital, rentrer à ton capital? J'ai oublié. Non, c'est vrai, j'ai oublié de te mettre sur la liste. Je le prends pas mal. Mais je vais expliquer justement comment on fait, le fait qu'on fait des listes de gens et j'ai juste oublié de te mettre dans la liste. Je Sinon, t'en veux pas. Je t'en veux pas. Bonne conf. À bientôt. Du coup, effectivement, je suis l'apéritif. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis manger. On va prendre le temps. Je vais y aller doucement parce qu'on est déjà tous en hypo. Est-ce que c'est cool? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des est-ce que c'est cool entre chaque slide. D'accord? Il faut répondre oui. Sinon, moi, je perds le rythme. Je suis Damien, je viens de Lille. Alors du coup, on parlait d'entrepreneurs en Patagonia qui lèvent 100 millions et qui habitent dans le 8e. Je sais même pas où c'est le 8e à Paris. Et j'ai pas levé 100 millions, j'ai levé peut-être 1000 fois moins. Et qu'est-ce qu'on a dit? Patagonia, j'en ai pas non plus. Je mets du Timberland, moi. Est-ce que c'est cool? Faut que j'aille par où? Je fais la slide, j'ai utilisé le bouton back pour avancer, ça ne marche pas. We Love Devs, c'est un site d'emploi pour les développeurs, principalement les développeurs, les développeuses, les techs, pour trouver un endroit où ils seront heureux. Et nous, notre conviction, c'est que si les entreprises font du contenu avec nous, elles vont faire du contenu assez transparent. Les développeurs, par eux-mêmes, vont pouvoir trouver l'entreprise où ils seront heureux. Est-ce que c'est cool? J'ai un artefact sur le retour qui n'est pas là, donc c'est bien. Je suis venu pour parler principalement à des gens aujourd'hui qui ne lèvent pas des fonds avec des VC ou qui cherchent plutôt de la love money. Je suis venu pour parler des devs ou à des techs qui voudraient investir et qui se posent la question de comment ça se passe. Et simplement, si vous êtes un dev qui est intéressé ou une dev qui est intéressée par l'investissement, vous êtes aussi au bon endroit. Est-ce que c'est cool ? Qu'est-ce qu'on va se raconter? Alors déjà, pourquoi c'est un sujet? Pourquoi on a besoin de faire cette conférence-là? En vrai, il y a un sujet de pourquoi c'est un sujet. Quels sont les bénéfices in situ? Pourquoi vous voulez avoir des techs à votre capital? Quel est le processus? Parce que c'est important d'avoir un processus quand on lève des fonds. Pour le momentum, en particulier, je vous parlerai du momentum. Quel slide deck on a utilisé? Quel slide deck vous avez envie d'utiliser? Quels sont les arguments et les facteurs clés pour recruter? Pour recruter. Excusez-moi, trop de conférences sur les facteurs clés pour recruter. Pour lever avec des BA développeurs. Est-ce que c'est cool? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas que les développeurs pourraient être des bons business angels? À chaque fois, quand on cherche des business angels, le premier réflexe, c'est d'aller voir le tonton friqué ou la mamie et d'aller voir tout plein de chefs d'entreprise parce que ils sont en costume, ils ont plus de 40 ans, c'est des hommes blancs, a priori, ils ont de l'argent. Mais en fait, les développeurs ont aussi de l'argent. Il y a un sujet sur l'éducation au capital. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lève des fonds, on a besoin d'avoir des gens qui ont un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne au capital, comment ça fonctionne le fonctionnement capitalistique d'une entreprise, comment on gère son argent, comment on investit. Et ça, en fait, il y a un vrai déterminisme social sur le sujet. On n'est pas tous éduqués au capital. Moi, je l'ai appris sur le tard. Et il y a des gens pour qui c'est quasiment inné. Leurs parents l'auront appris tout de suite. Donc l'éducation au capital, c'est un sujet. Et si on va voir des gens qui sont du coup ce type de néo-investisseurs, en tant qu'entrepreneur, on a un peu cette responsabilité d'éduquer les gens à qui on parle au capital et à comment ça se passe. Est-ce que c'est cool? Et du coup, moi, quand quand on a levé des fonds, sur la deuxième levée, on a levé avec 18 BA qui ont été principalement des techs. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce côté intéressant d'aller évangéliser les développeurs, de leur parler de comment fonctionne le capital, pour qu'ils aillent au-delà de comprendre comment fonctionne l'entreprise de manière organisationnelle. C'est aussi rare pour les cadres en France d'avoir des stocks options. C'est beaucoup plus courant d'avoir des stocks options quand on est aux États-Unis. Et les stocks options, c'est une façon d'éduquer les gens au capital et à l'investissement. Ça, en France, on a un peu moins cette affinité-là. On imagine qu'il faut faire un business cool pour comprendre le business. Même moi, je l'ai pensé en tant que dev. Et en fait, c'est relativement faux. De manière générale, tout le monde comprend un peu comment marche une entreprise, plus ou moins. Les développeurs, ils touchent des gros salaires et ils payent beaucoup d'impôts. On n'y pense pas forcément, mais en fait, eux aussi, aujourd'hui, sur We Love Devs, la moitié des développeurs gagnent 40K, c'est le salaire médian. Et il y a une bonne tranche de 10 à 30% qui sont sur du 70K. Ils comprennent comment l'entreprise marche. Un développeur, son métier, ou une développeuse, son métier, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ses processus, et de les transformer en système d'information. Notre métier, c'est de décortiquer tous les métiers de l'entreprise et de les transformer en logiciels. On comprend vraiment mieux que n'importe quel autre métier dans l'entreprise comment marche l'entreprise. C'est assez important de le rappeler pour le commun des mortels.
Et enfin, alors ce qu'on a pu découvrir dans ce processus-là, c'est aussi que vraiment il y a beaucoup de devs qui travaillent dans des boîtes où le capital n'est pas ouvert aux salariés. Même quand on distribue des BSPCE à l'appel dans une startup, on n'en donne pas forcément à tous les développeurs, on en donne peut-être à quelques ingénieurs clés. Et c'est assez frustrant pour beaucoup de personnes qui travaillent dans ces boîtes-là de ne pas être associées au capital, de ne pas pouvoir participer à la vie capitalistique de l'entreprise. Est-ce que c'est cool ? Du coup, typiquement, pour pas citer une licorne dans le Nord en 3 lettres, il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui, avant l'IPO, n'ont jamais eu ne serait-ce qu'une BSPCE, ne serait-ce qu'une stock, et qui étaient contents du coup d'investir chez nous parce qu'ils voulaient faire ça. Il faut voir que pour un tech, participer du coup à la vie capitalistique d'une entreprise, c'est une façon de passer à un niveau supérieur en tant que cadre. Est-ce que c'est cool ? Merci. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des devs au capital? Il y a un réflexe qu'on a souvent quand on est un jeune entrepreneur ou un néo-entrepreneur, c'est d'aller chercher un BA qui a une expérience commerciale. On dit toujours que c'est mieux d'avoir un ou une BA qui va nous aider à avoir du lead et qui va nous aider à faire du commerce plutôt qu'un directeur commercial. Un BA qui a des compétences commerciales, il met 15-20K et il ramène du lead. Un directeur commercial, il prend 80K et il ramène pas de lead. C'est un peu gênant. Et toutes les boîtes me disent au début, j'ai du mal à avoir un CTO, on ne trouve pas de CTO, etc. Déjà, vous n'avez probablement pas besoin de CTO. Et du coup, en fait, le même raisonnement que vous faites avec le BA au commerce, vous pouvez le faire avec le BA tech. Avoir un BA qui comprend comment la technique fonctionne va vous apporter en fait cette hauteur que vous recherchez chez un directeur technique d'habitude. Est-ce que c'est cool ? Et enfin, avoir des techs à la gouvernance, ça simplifie beaucoup de choses dans la gouvernance de la société. Nous, au board de Wheel of Death, on est 4 personnes avec 2 ingénieurs. La roadmap produit, en fait, on n'en parle même plus parce que les autres gens au board nous font confiance. Et en fait, on se retrouve avec des boîtes qui gèrent des millions d'euros, qui vendent des produits tech, où quand ils sont au board, ils ne comprennent pas les enjeux techniques. Il n'y a pas un seul dev, il n'y a pas un seul tech. Ils sont entre VC et entrepreneurs qui ont fait des business schools. La roadmap produit, ils n'en parlent même plus. Et la dette technique, il faut que les devs ils se battent pour la faire remonter, pour faire venir ces sujets-là. Si vous avez dans votre entreprise cet effort à faire comprendre les contraintes de la tech à la gouvernance de la société, ben c'est un problème qui est résolu en ayant des BA tech dès le début. Est-ce que c'est cool ? Que fait un tech qui ne fait pas un autre BA? Eh bien déjà, il peut challenger les choix techniques. Quand vous avez un BA commercial, vous lui dites, vous lui expliquez c'est quoi le processus commercial, il va vous poser des questions et il va vous challenger. Prendre 1 heure à un BA par an par téléphone, c'est normal. Vous pouvez le faire avec un tech. Dire, OK, bon, on fait du Vue.js là-dessus, ça te paraît cohérent, etc. Prendre un double check et prendre de la réassurance auprès d'un BA tech, c'est cool. Lever des warnings. Il va vous poser des questions sur la scalabilité de vos systèmes. Un des soucis, un des sujets qu'on se pose souvent au début d'une petite boîte, c'est ouais, là on est en train de partir avec tel techno, comment ça va rendre quand on sera à 10 000 connexions par mois, etc. Le BA Tech, il peut répondre à cette question-là, alors qu'un dev junior ne saura pas forcément le faire. Et enfin, il va vous aider à recruter les techs avec son réseau. En vrai, les 10 premières personnes que vous recrutez, c'est avec votre réseau en particulier. Le fait d'avoir un BA Tech, ça va vous aider à recruter vos premiers techs à une époque où finalement votre entreprise n'a pas de marque existante, n'a pas de marque employeur, et vous recrutez dans votre réseau. Si vous avez déjà travaillé dans une entreprise avant où il y avait des devs, etc., c'est un réseau que vous pourrez activer. Mais vos BA, ils sont surtout là pour le réseau, vous en avez besoin au début, utilisez-le. Et avoir un BA Tech, ça vous permet de recruter des devs. Est-ce que c'est cool ? J'ai l'impression de dire des simplicités, mais en vrai, c'est important. Alors, quand on commence à faire sa levée de fonds, c'est bien d'avoir des personas. Donc, je vous ai fait 2 personas de dev que vous voulez chercher en investisseur. Le premier persona, c'est un dev cadre. Donc, on veut quelqu'un qui a une REM supérieure à 40K. Pourquoi 40K? Parce qu'à partir de 40K, on commence à payer la tranche à 30% d'impôt sur le revenu, et personne ne l'aime. D'accord? Et quand vous investissez dans une startup comme Wheel of Devs, vous avez 25% d'IR, c'est une fenêtre, ça va redescendre, profitez-en, j'ai déjà closé pour nous. Mais investir dans des startups, ça vous permet d'avoir un crédit d'impôt. Est-ce que c'est cool? Il vient d'avoir un changement de carrière. Alors le sujet qui est intéressant, c'est que les devs, ils ont des gaps de carrière. On change de job tous les 2 ans jusqu'à ce qu'on soit à 40K. Une fois qu'on arrive à 40K, on peut rester dans cette boîte jusqu'à 45K. Et après, le gap entre 45 et 70, il est gigantesque. On peut mettre 10 ans sans le passer. Il y a même des fois, on est à 70, on redescend à 50. Donc les gaps de salaire, c'est assez important. On passe des gaps. Après, on reste quand c'est 10 cas de salaire annuel en brut. C'est ça. Le fait qu'il y ait un changement de salaire, un changement de revenu, ça fait que la personne revoit sa gestion financière, ça fait qu'elle réfléchit à ce qu'elle veut faire de son argent. Donc c'est un bon moment pour lui parler de ça.
Utiliser des dispositifs fiscaux, utilisent déjà des dispositifs fiscaux. Souvent, les personnes à qui j'ai parlé sur ce persona-là, ils font de l'investissement en Pinel ou de l'investissement immobilier pour avoir un crédit d'impôt sur 10 ans qui leur rapportera 12%, ou quelque chose comme ça, moins de 25% en tout cas. Et quand vous leur expliquez qu'investir dans une start-up, c'est 25% d'hier l'année d'après, ils se disent, j'investis 10 000 euros, j'ai 2 500 euros qui me sont rendus par les impôts l'an prochain, et j'ai toujours les 10 000 euros de part. En vrai, si ces gens qui ont l'habitude d'investir dans l'immobilier comprennent ce raisonnement très vite. Est-ce que c'est cool ? Et est-ce qu'ils ont déjà une appétence à l'investissement ? Est-ce que vous les voyez parler de PEA ? Est-ce qu'ils ont un ETF ? Est-ce qu'ils ont des cryptos ? Est-ce qu'ils ont une épargne de sécurité ? C'est une question que vous pouvez poser en découverte. Est-ce que tu as un livret A avec 10K de côté ? Ça s'appelle une épargne de sécurité. Moi, j'en ai toujours pas. Mais les devs de ce persona-là, ils en ont un. Les assurances vie, c'est l'investissement le plus populaire en France. Et souvent déjà, même ça peut être une façon d'aborder le sujet avec eux. Genre, est-ce que tu as une assurance vie ? Qu'est-ce que tu en fais ? Parce que déjà, ils ont peut-être une assurance vie déjà, et ils en font rien. Ça veut dire que c'est pas un bon persona. Ils sont pas éduqués du tout l'investissement. Donc vous allez pouvoir reprendre la conversation à ce niveau-là. Est-ce que c'est cool ? Deuxième persona, c'est le dev freelance ou la dev freelance, bien sûr. Alors là, on cherche des gens qui sont en SA. Les micro-entrepreneurs n'ont pas d'intérêt fiscal à investir dans votre société. On cherche des gens qui tapent plus de 84 salaires, parce qu'à 84 salaires, c'est compliqué, enfin 84 chiffres d'affaires, ça commence à être compliqué de faire des frais et de se rémunérer de manière optimisée, donc ils vont chercher à investir pour immobiliser et réduire leur impôt sur les sociétés. On veut réduire le résultat. Est-ce que c'est cool ? Une bonne trésor d'avance. En fait, les devs freelance qui sont sur un SA, ils gardent de l'argent sur leur SA comme un trésor de guerre pour le futur. D'accord ? Et cette trésor d'avance, en fait, le problème, c'est qu'à chaque année, ils veulent y rajouter dedans et l'IS leur en prend un bout. D'accord ? Et ben, une fois, ils vont d'abord faire cette trésor d'avance avant d'investir dans votre boîte. Du coup, c'est important de poser la question, est-ce qu'il y a de la trésor d'avance sur ta boîte ? Et vous allez le voir aussi dans leur rapport à leurs clients, dans leur rapport aux factures. Un client qui est en retard, c'est pas grave quand tu as une SA avec une trésor d'avance. Un freelance qui se plaint d'avoir des clients en retard, c'est qu'il n'a pas d'argent d'avance. Est-ce que c'est cool ? Les premiers investissements que fait un freelance aussi, c'est de s'acheter une bonne mutuelle, une bonne prévoyance, une complémentaire retraite également. C'est les premiers produits qu'ils achètent avec la société, parce que ça crée des charges effectivement, et c'est du salaire différé, c'est de la rémunération hors salaire. Est-ce que c'est cool ? Alors comment on s'y prend maintenant qu'on a ces personnes-là ? Je vous recommande de faire une liste de 50 noms. En vrai, prendre le temps de se creuser la tête pour faire la liste des gens à qui vous voulez parler. On cherche des gens qui correspondent aux personas précédents. Et les meilleurs prospects, ça va être des gens qui ont un lien affectif avec votre sujet. Donc nous, on aide les développeurs à être heureux dans les sociétés. À aller chercher des devs, on a un lien affectif. C'est-à-dire que dès qu'on leur parle du problème du recrutement des développeurs, du fait que les devs ils aient du mal à trouver une boîte où ils seront bien, il y a de l'émotion qui vient, il y a de l'affect, il y a un historique personnel qui remonte. Ça marche avec des dirigeants de SN, avec des commerciaux, etc. En vrai, des gens qui sont dans l'industrie, qui sont concernés. Ça peut marcher avec votre société. Il y a peut-être des devs qui aiment la couture si vous faites une startup dans la couture. Est-ce que c'est cool ? Le réseau proche, qu'on puisse envoyer un message instantané, j'ai trouvé que la messagerie instantanée pour faire une approche dans un premier temps, c'était quand même le plus simple. Parce que ce n'est pas forcément des gens que vous voulez appeler parce qu'ils sont au travail, etc. Le réseau proche sur la messagerie instantanée, c'est cool. Vous pouvez, alors une bonne façon, si vous n'arrivez pas à faire cette liste, c'est de repenser à tous les gens avec qui vous avez travaillé au cours des 10 dernières années. Moi, ce qui a bien marché, du coup, c'est mon réseau d'école d'ingé, pour le coup. Mais tous les gens avec qui j'ai bossé, ça a fonctionné. Les anciens collègues, les anciens lead dev avec qui j'ai pu avoir un rapport avant. Comme il y a une confiance, ils vous connaissent, il y a une relation, il y a une confiance qui est déjà là, ça peut être cool. Et typiquement, en vrai, je pense que sur les 18 BA, il y en a beaucoup qui ont fait un investissement coup de cœur parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait, ils nous suivent depuis longtemps et ils ont envie de participer à l'aventure. Hop, cette liste-là, je l'ai fait sur un tableau. Personne, la société, elle travaille, quelle personne elle correspond, le montant minimum que je veux qu'elle investisse. C'est-à-dire que si c'est moins que 5 000 euros, moins que 10 000 euros, moins que 20 000, parce qu'en fait, ça fait une base de négo. Vous ne pouvez pas simplement dire le ticket minimum, il est à 20K. Il y a des gens avec qui vous êtes OK pour qu'il y ait un ticket minimum à 5K, d'autres avec 10K. Mais avoir un ticket minimum, ça permet, vu que le montant à investir peut être un sujet, vous allez tout de suite dire, vous, en tant qu'entrepreneur, le ticket minimum, il est à 20K et il va mettre 20K, ce BA. C'est cool ? Je les ai tier-listés, c'est-à-dire savoir lesquels sont prioritaires. Parce qu'en fait, s'il y a des cibles que vous avez manquées, si c'est une tier list, s'il est en C,
plutôt que A, c'est un peu moins grave. Vous allez peut-être plus forcer sur une cible qui est en A pour vous. Et nous, on a décidé de tier lister par impact business les gens qui pourraient nous aider le plus dans la société. Et ensuite, à droite, j'ai le réseau, l'état, la next step, l'appréciation, un petit message, c'est cool. Vous avez des questions? Go! On approche les gens, alors principalement via LinkedIn. C'est un peu l'endroit où vous pouvez approcher les gens pour des sujets pro, plus ou moins pro. Et votre ancien réseau pro, vous allez le retrouver beaucoup sur LinkedIn. Si vous avez des vrais messages d'approche, donc Greg de l'Hôtelier, il a effectivement investi à la fin, donc je ne l'ai pas anonymisé. La personne à gauche, elle n'a pas investi parce que ce n'était pas le bon moment, principalement un événement de vie perso. Et du coup, je l'ai anonymisé, pour être sympa. Vous pouvez voir que la personne de gauche, il m'a dit on peut en parler, je lui ai envoyé tout de suite un exec summary. L'exec summary, on va en parler tout de suite. Vous pouvez voir aussi que les 3/4 des approches, elles sont nulles. Hein. Genre en vrai, tu voudrais pas investir dans Wheel of Devs? Ça suffit pour démarrer une conversation. Est-ce que c'est cool? Donc le process, hop, ça mord l'hameçon, il nous faut un process. Nous, on a levé, sur cette levée-là, on a cherché 200K, avec des tickets minimum autour de 10K. D'accord? Donc ça veut dire que je dois closer 20 tickets. Je dois avoir 20 BA qui rentrent. J'en ai 18, ça veut dire qu'il y a eu des plus gros tickets. On veut arriver à 60, ça veut dire qu'on peut arriver à 60 conversations en parallèle si j'en close un tiers. Et la majorité des conversations, vous n'allez pas les closer, qui ne vont pas aboutir, ce n'est pas de votre faute. D'accord? C'est vraiment parce qu'il n'y a pas le bon moment, il n'y a pas le momentum. Je vais vous donner les motifs de no-go ensuite. Et surtout, on veut gérer le momentum, c'est-à-dire qu'on veut avoir toutes ces conversations en même temps et on veut qu'elles aient une conclusion tous en même temps. Il y a des BA que j'ai approchés trop tôt. Du coup, au moment où le bus partait, ils n'étaient plus dans la conversation et ils ne partent pas avec le bus. On veut que tout le monde arrive au même moment de réflexion et qu'on puisse leur dire, là, il y a un bus qui part. Est-ce que tu veux monter à bord ou est-ce qu'on part sans toi? Est-ce que c'est cool, l'effet bus? J'y reviens en plus, après, j'ai un petit gif avec des bus. Le processus, je l'ai inspiré d'une méthode commerciale qui s'appelle Spanco. Vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse vraiment. Mais l'idée, c'est de faire donc une liste de suspects, les 50 noms qu'on avait tout à l'heure. On va faire une approche pour avoir une opt-in sur l'intérêt. Il y a des gens qui vont dire tout de suite, non, franchement, c'est un truc que je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas. Envoyer un exec summary. Et donc, si la personne vous dit, je suis intéressé, vous lui envoyez l'exec summary. C'est un document qui fait une page, c'est un one-pager, où il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu es intéressé pour qu'on ait une conversation? On prenne le temps d'avoir une conversation. L'exec summary, s'il lève des questions de l'intérêt, la personne, elle voudra au moins aller rendez-vous avec vous pour vous poser ces questions-là. Est-ce que c'est cool? Rendez-vous en face à face. Moi, je les ai tous fait en visio avec un bras en écharpe. Il faut mettre 45 minutes et j'ai essayé de tous les caler sur 2 semaines. Ça veut dire que j'ai libéré mon agenda. De toute façon, j'étais blessé, donc je ne travaillais pas. Et j'ai pris tous mes rendez-vous sur 2 semaines. La négo, elle aura lieu plus ou moins après. Vous pouvez en faire un maximum de sur la fin du rendez-vous closing. Mais en vrai, d'abord, c'est est-ce que je mets un ticket? Et ensuite, il y a une négo sur les conditions, sur comment ça se passe. Si vous êtes déjà en négo, vous êtes en phase avancée. Le closing, c'est vraiment le bus va partir. Est-ce que tu peux envoyer l'argent maintenant? Est-ce que tu veux signer les papiers maintenant? Et la phase de commande, c'est votre avocat banquier, il doit être prêt, il doit être réactif et tout doit bien se passer. L'avocat, vous devez l'avoir mis dans la boucle dès le début, peu importe la structure juridique que vous avez choisie. Est-ce que c'est cool? Le bus, le parti bus, vraiment, j'insiste sur le bus, il faut créer un momentum, il faut que tout le monde prenne le bus en même temps. Moi, avant, si vous m'avez connu sur Startup Weekend, vendre des places de Startup Weekend, c'est la même chose. Il faut donner l'impression que si tu n'achètes pas ton billet pour aller à l'événement, tu ne seras pas dedans. Et qu'il y a plein de gens qui vont dans cet événement sans toi. En fait, lever des fonds, c'est vraiment comme organiser un Startup Weekend, mais avec d'autres sommes. Est-ce que c'est cool? C'est le seul gif de Party Bus qui était tolérable. Les autres, ils étaient tous chelous. Les autres, ils avaient tous l'air d'être sortis d'un film série B américain. L'exec summary, toujours plus simple. Ça, c'est 3 exec summary qu'on a utilisés. Alors, le contenu de l'exec summary, je vais vous le détailler rapidement. Vous n'essayez pas de le prendre en photo pour avoir le contenu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que plus on avançait, moins on mettait de choses dessus. Vous pouvez voir qu'au début, on a commencé avec une typo 10, une fonte en taille 10. On a essayé de mettre un max de trucs, genre les prix et tout dessus. Et tout à droite, c'est le dernier. On a mis plus de choses, il est plus aéré, le graphique est plus grand, il y a du texte plus grand, c'est plus aéré. Vraiment, votre exec summary, le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre un maximum de trucs. T'imagines, on n'a pas mis ça, et c'était le truc qui était important pour lui, il ne veut pas nous rencontrer. C'est l'angoisse qu'on a au début. En fait, non. L'exec summary, il faut qu'il soit facile à digérer et qu'il lève des questions. Est-ce que c'est cool? Sur l'exec summary, nous, première partie, ça a été le métier de Wheel of Devs. Imaginez qu'on ne comprenne pas votre métier. Wheel of Devs, il y a des gens, ils pensent qu'on est une ESN, d'autres qui pensent qu'on est un cabinet de recrutement. Il faut leur expliquer, non, notre métier, c'est de créer un site d'emploi. On est là pour faire de l'audience et on monétise l'audience ensuite.
Et c'est expliqué clairement. Et là, en plus, on rajoute le momentum, qui est qu'on est le site préféré des développeurs maintenant. Tac, on est positionné. Et ça, c'est un argument d'autorité quasiment. Est-ce que c'est cool? Le cas particulier pour nous, c'est qu'on lève des fonds sur un bridge. On avait déjà levé des fonds avant en amorçage. Donc là, on a des arguments, on a un storytelling qui correspond à une société qui est établie. Si vous levez des fonds la première année, vous n'aurez pas forcément le même storytelling. Le deuxième, c'est ce que vous vendez de manière assez simple. Là, j'ai des éléments de chiffre d'affaires qui sont clairement posés directement dès le début. Et j'explique qu'il y a un momentum commercial sur cette partie-là. Le troisième, c'est la vision de We Love Devs à long terme. Et là, je mets des références clients. J'explique que nos concurrents, ils ont déjà fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est là où on veut aller. Ça explique un petit peu pourquoi la valeur de la société, elle va augmenter sur la durée de l'investissement. C'est cool? Et là, on a blindé de références clients aussi. Et enfin, l'investissement. Expliquer en quelques mots, c'est quoi les détails de l'investissement, comment ça se passe, la taille des tickets, comment ça se passe de manière générale, les choses. Qui sont les prospects qui investissent. Alors, vu que vous n'en avez pas encore, vous pouvez mettre les gens que vous cherchez pour que la personne se reconnaisse et se dise « Ah ben tiens, c'est un peu moi le profil d'investisseur ». Est-ce que c'est cool? Le pitch deck, vous le voulez en 20 slides et il faut qu'il suive. Donc, déjà, vous pouvez voir, ça c'est la version aérée. On a vraiment mis quelque chose d'assez aéré. Dedans, vous voulez vraiment un storytelling qui marche. Essayez pas d'avoir une recette thématique, genre de les autres, ils ont mis ça dans leur pitch deck, il faut que je mette ça aussi. Nous, il y a un storytelling qui marche, qui correspond à une société qui est un peu établie. On reprend la baseline, la plateforme de marque, qui on est, etc. Quel est notre métier. Notre argument qui est important, qui est le déclencheur de la levée de fonds, c'est on est leader en termes d'audience, donc maintenant, on doit décoller. Quel est le marché, l'écosystème? Votre investisseur, il n'est pas expert sur votre marché autant que vous. En tant qu'entrepreneur, notre métier, c'est de connaître le marché mieux que les investisseurs. Eh ben, il faut que votre investisseur, en 2 slides, 5 minutes, il ait l'impression qu'il soit super intelligent, il connaît tout le marché, il comprend tout. C'est ça la slide marché écosystème. Pour qu'on cartonne commercialement, ça nous on l'a fait en 4 slides parce que c'est important et c'est là qu'on met la team, c'est là qu'on met le besoin client, c'est là qu'on met les produits et des cas clients, des exemples, des références. Nous, notre postulat, quand on a levé des fonds, à chaque fois, ça a été de faire un storytelling où on dit on veut aller à tel endroit et on va y arriver parce qu'on a l'équipe. Alors que souvent, on peut mettre l'équipe en premier et ensuite, on explique ce qu'on veut faire. Nous, l'idée, c'est plus de décoller de là où on veut aller, d'accord? Et ensuite, pourquoi on y va et comment on y va à la fin. Est-ce que c'est cool? Nous, on a mis du coup des projections de revenus à 5 ans, des projections RH, on va staffer pour monter à 25 personnes, un prévisionnel financier à 36 mois qui explique comment marche le cash flow et pourquoi on a besoin d'argent. J'en ai mis 2 parce que j'aime bien. Expliquer c'est quoi l'événement liquidité. Un business angel, il n'a pas forcément l'habitude d'investir, ces nouveaux business angels n'ont pas forcément d'investir dans des structures, faire des investissements où leur argent est bloqué. Ça, c'est un peu nouveau, il faut leur expliquer c'est quoi un événement liquidité. Et si c'est un BA Pro, il a besoin de toute façon de le savoir. L'opération de la Captable, c'est finalement la partie logistique. À quoi ressemble la Captable? Vous devez toujours la mettre. Surtout si c'est pour un néo-BA, il faut lui expliquer comment ça marche, quelle participation il aura à la fin. Est-ce que c'est cool? Au final, en fait, c'est surtout, faut vous dire, surtout avec un néo-BA, il ne s'est pas posé les bonnes questions. Donc, dans le rendez-vous face à face, c'est à vous de le driver sur les questions. Moi, ça a été OK avec mes néo-BA de leur dire, là, ici, on va prendre 45 minutes ensemble. Il faut que tu te sentes parfaitement en sécurité, tu comprennes tous les enjeux qu'il y a sur ton investissement, ce que tu risques de gagner, ce que tu risques de perdre, etc. Et tu te sens en sécurité à la fin de ce rendez-vous-là. Et donc, c'est moi qui les drive sur les questions et je leur explique pourquoi la question elle est importante, etc. Et mon pitch deck, il me permet de dérouler ça. Ces questions-là, elles correspondent au plan que j'avais avant. Est-ce que c'est cool? Pour roder le pitch deck, ça peut paraître banal encore une fois, mais allez voir des gens qui ont l'habitude de lever des fonds, de faire des pitch decks, de faire des business plans, d'autres dirigeants, et expliquez-leur que vous êtes en train de roder un pitch deck, que vous allez lever des fonds et que vous avez besoin de vous entraîner à blanc. Et en vrai, il y a plein de dirigeants qui seront bienveillants, qui accepteront de prendre les 45 minutes avec vous et qui vous feront le feedback cash en mode « ça, j'ai pas compris, moi, je ferai ça à la place ». Tac. Vous prenez tout le feedback et ça vous permet d'étirer le pitch deck. J'ai pris 3 semaines sur cette phase-là et j'en ai fait 5 ou 6. Est-ce que c'est cool ? La FAQ investisseur, je ne l'ai pas fait sur cette levée-là parce que j'avais la flemme, mais sur la levée d'avant, je l'ai fait. En vrai, toutes les questions que les investisseurs vous posent, c'est assez rigolo de faire un Google Doc. Vous mettez la question, le nom de l'investisseur, surtout si c'est un VC coté. Lui, il est content de montrer
qui fait son travail et qui source bien. Et vous pouvez dire, j'ai rencontré tel VC. Ça crée un peu un momentum de voir qu'il y a des investisseurs qui ont posé des questions. Et en fait, on se rend compte que les investisseurs, ils préfèrent lire la FAQ qu'un pitch deck ou qu'un mémoire, etc. Parce que c'est orienté questions, comme vous avez l'habitude d'aller sur Stack Overflow quand vous êtes tech. Les questions lèvent des questions aussi. En fait, ça donne envie de parler. C'est déjà assez dialectique, je trouve. Et ça montre aussi que vous avez déjà avancé dans votre roadshow et que vous rencontrez des gens. Est-ce que c'est cool? Je n'envoie jamais de pitch deck. Un des trucs qui est assez affreux, c'est quand on a fait son pitch deck en tant qu'entrepreneur, c'est de pousser le pitch deck à tout le monde n'importe comment et de voir qui clique. En vrai, votre pitch deck, c'est une pépite. Vous êtes une pépite dans laquelle l'entrepreneur il va investir. Enfin, l'investisseur va investir, mais l'investisseur, lui, il investit dans des diamants que les autres n'ont pas trouvés. Si tout le monde a vu votre pitch deck et que vous n'avez pas fini votre levée, probablement, ce n'est pas une pépite. Moi, mon pitch deck, je ne l'envoie jamais à froid. Il y a des infos confidentielles dedans. Je sais très bien que les investisseurs, ils vont les pousser à mes concurrents. Je n'ai pas envie que ça se passe. Donc, mon investisseur, d'abord, il prend 45 minutes avec moi. Je lui montre le pitch deck. Et éventuellement, après, je lui enverrai une copie. Mais j'ai essayé de ne pas le faire parce que le problème d'avoir plusieurs copies de son pitch deck, c'est que si vous le faites évoluer, en fait, il y a des vieilles copies de votre pitch deck qui se promènent. Les investisseurs, ils se les poussent les uns les autres, etc. Vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, ce que j'ai plutôt fait, c'est rajouter sur le Google Slide en contributeur, commentaire, tous les investisseurs que je rencontrais. Comme ça, déjà, ils se voient les uns les autres, ils peuvent poser des questions, ils reviennent dessus. Est-ce que c'est cool? Mais le pitch deck est précieux. Alors, animer le closing, c'est le moment où vous voulez que tout le monde fasse un go, no-go. Et les bonnes raisons de faire un no-go, il y en a plein. Principalement parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a une personne qui m'a dit, moi, je viens d'acheter une cuisine, je viens de dépenser beaucoup de sous, du coup, ce n'est pas le bon moment. Il y a des gens qui m'ont dit je vais en parler avec ma femme ou je vais en parler avec mon mari et en fait non, c'est pas on avait prévu de partir en vacances ou c'est pas un investissement qu'on a envie de faire maintenant, c'est pas le bon moment. Des fois ils ont déjà investi dans une boîte il y a pas longtemps et ça s'est pas bien passé et ils n'ont pas envie de recommencer tout de suite. Le un peu trop nouveau, vraiment, c'est pour ça que c'est important la pédagogie dans tout le process avec un EOBA, c'est qu'un des motifs de no-go à la fin souvent c'est en fait je me sens pas en sécurité. Là, je suis pas à l'aise. Je vais faire un truc, c'est un peu nouveau. J'ai aucun de mes potes qui a jamais fait ça. C'est un peu bizarre. Je suis pas à l'aise. Ou simplement pas le temps aussi. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais en fait, si j'investis de l'argent dans la boîte, moi, je vais investir du temps pour avoir un rendement sur mon investissement, sur mon argent. Et là, je vais partir à l'étranger. On n'aura jamais le temps de se voir. Je pourrai jamais t'aider. Il y a des gens qui vont vous dire, j'ai pas de temps à donner en plus de l'argent. Du coup, j'y vais pas. Est-ce que c'est cool? Et donc oui, là, la morale avec cette histoire, c'est que c'est effectivement des BA qui n'ont pas beaucoup de temps, surtout ceux qui sont en poste, qui sont cadres, ils ne vont pas pouvoir participer à des journées de gouvernance entières. Donc c'est important de trouver une structure où vous n'avez pas besoin d'eux pour signer tous les papiers. Vous pouvez le faire avec des mini-pactes d'actionnaires où ils sont dans un statut spécial avec un mini-pacte à part. Vous pouvez faire de la délégation de pouvoir au président pour chacun de ces investisseurs. Nous, on a fait une holding complètement séparée qui a sa propre gestion, sa propre autonomie. Et du coup, il y a un président de la holding, c'est moi. Je signe les papiers pour l'ensemble des biens. Ce qui fait que eux-mêmes, ça les rassure. Ils savent qu'ils ne vont pas être bloquants sur une signature, etc. Et ils peuvent prendre du temps. La question, elle vient dans le rendez-vous one-one. Qu'est-ce que tu vas attendre de moi en plus de l'argent? C'est que moi, j'ai même élargi le truc, j'ai dit, chacun de mes salariés doit pouvoir t'appeler à un moment dans l'année et avoir une conversation avec toi sur 45 minutes, 1 heure, pour prendre une décision stratégique, parce qu'on n'arrive pas à sortir la tête du guidon, on veut prendre un niveau plus haut. Tous les BA sont OK avec ça, surtout s'ils ont investi. C'est cool? Une logique de gouvernance qui ne prend pas 5 jours par an. J'ai tout dit? Du coup, dans votre gouvernance avec 18 investisseurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont stressés par cette idée d'avoir beaucoup d'investisseurs, d'aller chercher de l'opt-in à chaque fois. La bonne recette qui marche bien pour nous, tous les premiers du mois, donc demain ou aujourd'hui le premier, j'envoie un mail avec un reporting. Alors je prends en vrai 2 heures pour le faire et j'écris tout ce qui me passe par la tête et j'essaie de faire un truc un peu structuré, mais je commence le draft de mail et j'envoie toutes les actualités et j'invite les BA à poser des questions, à avancer sur des sujets. Appelez, même si c'est juste une question juste pour une question une fois par an. En vrai, si votre investisseur, vous ne lui avez pas parlé depuis 1 an, même lui, il se dit « Attends, j'ai envoyé de l'argent et ça ne sert plus à rien ». Donc appelez-les et demandez de leur de l'aide. Ce serait dommage de prendre des BA qui ont de la valeur ajoutée et de ne pas l'utiliser. Et une fois par an, on fait un board élargi où tout le monde a la place de participer, tout le monde peut poser des questions. Ce n'est pas le vrai board, c'est un board élargi, donc on prend des conseils auprès de l'ensemble des BA. Est-ce que c'est cool? Bref, prenez des devs en BA.
La morale de l'histoire, c'est ça, c'est qu'en vrai, on n'a que de la valeur ajoutée à avoir des techs investissement capital. Moi, je le vois aussi comme une mission sociale d'aller évangéliser en fait l'investissement, la gestion, la gouvernance des entreprises, la gestion du capital auprès des populations techniques. Et on nous a tout à y gagner. Est-ce que c'est cool pour vous? Yes. Merci Damien. On va prendre des Pokémon sur questions. Swapcard. On va prendre quelques questions si vous en avez. Moi j'en ai une première en fait qui est Vas-y. tes 18 devs là, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté concrètement? Enfin, est-ce que tu peux revenir sur quelques petits trucs qui t'ont marqué? En fait, même il y en a déjà que vous avez déjà vu passer dans les vidéos, dans les reportages. On a fait des choses croisées. Donc c'est déjà, nous on a un sujet de trouver des développeurs qui veulent prendre la parole face caméra. Et donc on les a déjà sollicités pour qu'ils nous présentent des gens, pour qu'ils nous apportent des sujets. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils vont faire des feedbacks. D'ailleurs, en plus, quand ils ont investi, ils peuvent faire des feedbacks un peu plus crus. C'est pourquoi vous parlez jamais de tel sujet? En fait, bonne idée. Donc pour nous, dans la ligne éditoriale, trouver des sujets, trouver des intervenants, c'est du réseau et c'est la prospection de sujets. Je trouve qu'ils ont apporté beaucoup là-dessus. Top, merci. C'était la question. N'hésitez pas. Des questions dans la salle? Steven? Attends un peu. Ouais. Tu peux te mettre debout? Quand tu fais ton assemblée générale de Wheel of Dev, est-ce que tu convies les actionnaires de la holding? Yes, alors effectivement, il y a ça. Alors les actionnaires de la société d'exploitation ont été assez regardants sur la gouvernance. Ils ne voulaient pas que je puisse parler à la place des BA n'importe comment, même si je suis président. Donc j'ai un mandat précaire, c'est-à-dire que tous les ans, ils doivent me le renouveler. Et si on ouvre une des clauses du pacte d'actionnaires de la société d'exploitation, je suis obligé de déléguer la représentation. Soit d'avoir une décision, un acte d'adhésion de l'ensemble des BA, soit qu'eux, ils désignent un autre représentant. Et il y a effectivement un censeur dans le board du BA qui représente les BA, donc je dois trouver un BA qui vient à chaque fois faire censeur. Et qui va faire un compte rendu à l'ensemble des autres BA pour leur dire que je ne dis pas une chose complètement différente avec les BA et une chose complètement différente au board de la société d'exploitation. C'est ça ta question? Très bien. Et t'as qui dans ton board? Enfin, c'est quoi à peu près la composition, sans donner forcément les noms, mais Sur le board de la société d'exploitation? Ouais. Alors il y a notre investisseur historique qui est Finovam et qui est représenté par une femme investisseuse et qui donc va nous apporter beaucoup d'intelligence financière. Typiquement, Hélène, elle nous a aidé sur plein de sujets de est-ce que mon préf il est bien, est-ce que mon pitch deck il est bien, etc. Elle a vraiment un œil d'investisseur professionnel et typiquement la sortie elle est rassurante sur ce sujet-là par exemple. C'est elle qui va gérer la timing de sortie vu que c'est elle qui a la pression sur la liquidité. Et il y a Hervé Van Ren qui est le directeur de RH Performance, donc c'est un directeur de cabinet de recrutement, il gère sa société, c'est 25 personnes. Il est ouf en tant que chef d'entreprise libéré et sur tous les sujets RH. Maxime qui est dans la salle, il a fait un entretien avec lui avant qu'il soit recruté. Ouais, et puis il est super compétent sur ton sujet. Ouais, et puis en vrai même, lui typiquement en termes de chef d'entreprise, il a eu son entreprise, elle a vécu 15 ans. Il y a un moment où il était fatigué, il a juste dit à tous ses salariés, en fait, il y a un de ses associés, son associé est parti, il s'est retrouvé tout seul sur la structure, et il a dit à ses salariés, en vrai, je vais partir en tour du monde, je vous laisse la boîte, et quand je reviens, on voit ce qui se passe. Et il est parti avec sa famille et des vélos en Amérique du Sud. Et quand il est revenu, c'est le moment où il y avait le volcan qui avait été rentré en éruption et qui bloquait tous les avions. Et en fait, il est revenu, la boîte allait bien. Et les salariés avaient très bien géré la boîte, géré les clients, etc. Et du coup, il est revenu, il a juste mis les pieds sous la table et recruté des gens plus compétents qu'avant. Voilà. Excellent. Inspirant en vrai en termes de lâcher prise. Merci. Moi j'ai une question. Est-ce que tes propres employés, tu cherches à les amener au capital ou pas? C'est intéressant, effectivement, on a proposé à nos employés d'investir et il y en a 2 qui ont participé. Alors ils ont un peu moins de liquidité parce que forcément, chez Wheel of Dev, on a une politique salariale qui est assez basse. On est clair là-dessus avec tout le monde, on rémunère moins bien que sur le marché. Par contre, on fait plein de choses en contrepartie. Et ça, c'est assez clair avec nos salariés. Donc forcément, ils ont moins de capital. Ce qu'on a proposé aux salariés qui investissent, c'était d'abonder en BSPCE sur la société d'exploitation de leur investissement. J'ai jamais donné de BSPCE à mes salariés parce que je trouve que ça crée un antécédent. En fait, ce qui se passe, c'est que les premiers salariés sont pas... S'ils ont des BSPCE, après, admettons, tu recrutes un directeur commercial ou un directeur, quelqu'un qui a un poste plus senior. En fait, il va y avoir un souci de légitimité où tu vas pas pouvoir lui donner de BSPCE alors que les gens qui vont être dans son équipe en auront déjà.
Donc c'est pour ça que je n'en donnais pas avant des BSPCE. Donc ceux qui ont investi dans la holding, ils ont eu des BSPCE pour chaque euro qu'ils ont investi dans la holding. Les BSPCE, les bons de souscription porteurs créateurs d'entreprise, c'est donc comme des stocks options, mais vous en émettez qu'une fois à la création de la société. C'est l'outil magique de la France. Hein. C'est vraiment l'outil magique de la French Tech. Bon, déjà, merci Damien, c'était top. Moi, je me demandais combien il faut prévoir de budget pour organiser tout ça, parce qu'il y a les avocats, il y a les papiers, il y a la holding. Ouais. Ah, le truc qui est surprenant, c'est qu'un fonds d'investissement, il te facture l'investissement. Il vient avec un chèque de 200 000 euros pour toi, et puis il prend un chèque de 5 000 euros en frais de dossier. Et il te fait pas le virement tant qu'il n'a pas le chèque. Hein. Donc ça, effectivement, quand tu lèves avec des BA, tu l'as pas, les 5 000 euros de frais d'investissement. En vrai, moi, sur chaque opération, je m'en suis sorti entre 6 et 10 000 euros de frais d'avocat. Et le banquier prend pas d'argent. Il prend pas d'argent quand il délivre une attestation pour la réception du capital. La création d'un compte du capital ne coûte pas d'argent. Par contre, comme on a fait une holding, la holding coûte un peu d'argent quand même tous les ans. Et elle doit coûter entre 1 000 et 1 500 euros par an avec le bilan, les frais bancaires et c'est tout. Mais les frais sont très petits devant la plus-value que tu peux faire. Ouais, et puis en vrai, l'avocat, il coûte peut-être 8 000 euros, mais moi, je suis pas juriste, je suis pas technique, et les investisseurs parfois sont 20 fois plus techniques que moi sur les sujets-là. Donc l'avocat, incroyable. Et c'est le même qu'on a depuis 5 ans, qui, la première fois qu'on s'est vu, nous a dit, bon, attendez, à partir de là, maintenant, dès que c'est un sujet qui vous stresse, moi, je m'en occupe. Et vraiment, du coup, même par exemple, si c'est un sujet où je suis pas à l'aise pour en parler avec mes investisseurs, il va les appeler pour moi. Bon, ça, il le facture, mais en vrai, c'est chouette d'avoir cette relation-là avec un investisseur. Trop bien. Avec un avocat. Merci. C'est cool. Et c'est des frais que tu payes après la levée. Hein. L'avocat te facture que quand c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Damien. C'était cool. Enfin, j'en profite pour te faire un peu de promo parce que nous, on est chez The Tribe, on est utilisateur de Wheel of Dev. On est super contents. Et vous recrutez donc, sur Wheel of Devs. Et on recrute sur Wheel of Dev. Ouais. Si Ça vous marche. cherchez un taf, il y a des annonces de The Tribe sur Wheel of Devs. Merci.